Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Personne Connaît. Aujourd'hui nous sommes le 11 avril et on va aller faire un tour de tous nos potagers de ville. Je vais vous montrer toutes mes techniques et toutes mes astuces pour commencer l'année dans de très bonnes conditions. Allez, c'est parti. Là, comme on peut le voir, le potager a bien avancé. Alors tout d'abord, on va commencer comme d'habitude par la zone à cucurbitacées. Alors sur la zone 6, là tout le long, j'y fais pousser des courgettes jaunes. Là, et tout le long là, je vais y faire pousser des potimarrons. Alors pourquoi je fais pousser les potimarrons de ce côté-là? C'est parce que ici, ils pourront, vu que c'est une plante qui a tendance à courir, je vais pouvoir les faire se développer de ce côté-là et ils ne me gêneront pas au potager. Et cette zone à cucurbitacées, elle se situe sous un prunier, ici. Et ce prunier, quand il aura toutes ses feuilles, me créera de l'ombre, environ une mi-ombre, la moitié de la journée. Et donc ça permettra d'éviter qu'il y ait trop d'évapotranspiration. Parce que ce sont des plantes qui ont de larges feuilles et qui ont tendance à perdre énormément d'eau via leurs feuilles. Donc là, au milieu, il y a des bouteilles. Alors ce sont des bouteilles où à l'intérieur je fais pousser des choux de Bruxelles. Alors pourquoi je les mets dans des bouteilles? C'est tout simplement, là en fait la bouteille est posée dessus. Et bien c'est pour éviter qu'ils se fassent manger par les limaces. Vu que les limaces sont très friandes des choux de Bruxelles. Tout au bout là, j'ai fait pousser des poireaux perpétuels. Alors ce sont des poireaux des vignes. Et là, ici, ce sont des patates spontanées qui sont sorties toutes seules parce que avant j'avais mon compost qui était ici. Et du coup, mon compost à l'intérieur, il y avait des pommes de terre qui ont germé. Et donc du coup, ça a fait des pommes de terre spontanées. Là, ici, j'ai des poireaux perpétuels et malheureusement, ils ont chopé la rouille du poireau. Donc là, on peut voir, là, c'est une maladie de type cryptogamique. Une maladie, c'est un champignon et qui est due à l'humidité parce qu'il a énormément plu et du coup, les poireaux n'ont pas bien séché et du coup, ils ont chopé cette maladie. Donc bon, c'est pas grave, je vais les laisser, ils vont peut-être repartir et puis plus tard, je planterai sûrement quelque chose ici en attendant, le temps qu'ils puissent se remettre d'aplomb. Juste à côté ici, j'ai un artichaut que j'ai planté cette année, donc il ne donnera pas d'artichaut normalement. Et là, j'ai une haie d'Altea. Alors dans cette haie d'Altea, il y a un gros trou ici. Et ici, du coup, j'y ai planté des myrtilles, des myrtillers. Alors là, j'ai ce myrtiller là qui a énormément produit l'année dernière. Je vous mettrai le nom des espèces en sous-titre. Il a énormément produit l'année dernière, donc j'espère que cette année il va produire également. Et là, c'est une autre variété de myrtiller qui lui aussi, j'espère qu'il va énormément produire cette année. Donc on verra bien dans les futures vidéos. À côté, là, il y a la zone 5. Alors cette zone là, c'est la zone qui est la plus enrichie en sable. C'est là où j'ai mis le plus de sable. C'est une zone qui est dédiée à la culture des légumes racines. Alors tout le long là, jusqu'ici à peu près, j'y ai mis des betteraves. Là tout le long là, j'ai fait plusieurs lignes de betteraves que j'ai intercalées avec des lignes de radis. Donc là il y a des lignes de betteraves et de l'autre côté ce sont des lignes de panais que j'ai alternées aussi avec des lignes de radis. Comme ça permet d'échelonner les récoltes et d'avoir plus de récoltes plus longtemps dans l'année. Au bout là il y a des poireaux perpétuels. Alors c'est une autre variété que ces poireaux perpétuels là. Ça c'est une variété qui est plus résistante à la rouille du poireau. Et donc là on peut voir qu'il se porte super bien. Donc je pense que cet hiver je vais pouvoir manger pas mal de poireaux. Et sachant que vu que ce sont des poireaux qui viennent chaque année, et bien du coup ça va me permettre d'avoir une grosse zone de poireaux où il y aura toujours des poireaux qui y pousseront. Et comme d'habitude, en bout de fil, là j'y ai mis un pied d'artichaut. Alors ce sont des artichauts verts du Laos. Alors je ne sais pas s'il a un artichaut qui pousse. Pour l'instant, pas encore. Ici au milieu, il y a une ligne d'oignons. Une ligne d'oignons tout le long là. Tous les oignons sont d'ailleurs sortis. Il y a un taux de réussite de 100%. Et à côté, là j'ai mis des lignes de carottes nantaises que j'ai alternées avec des lignes de radis pour pouvoir échelonner sur les récoltes. Il y a des carottes nantaises depuis les poireaux perpétuels jusqu'au rosier. La zone 5 a l'avantage de me servir de frigo géant. En effet, vu que ce sont des légumes racines, je peux les laisser dans le sol et ils sont conservés une bonne partie de l'année et c'est seulement quand j'aurai moins de récoltes de légumes frais que je pourrai venir les prélever de temps en temps pour pouvoir toujours avoir des légumes frais à disposition toute l'année. Juste à côté, c'est la zone 4 qui est un peu plus dédiée au potager d'été. Donc voilà, j'ai commencé déjà à installer le potager d'été, j'ai installé les pieds de tomates, j'ai installé aussi des fleurs. Là, j'ai de la blette, là, j'ai des capucines naines. Et là, j'ai des pieds de concombre un peu partout que je protège toujours avec des bouteilles. Les pieds de tomates, ça va parce que les limaces sont pas très intéressées, mais par contre, tout ce qui est concombre et tout ça, là, par contre, les limaces sont plus intéressées, donc c'est pour ça que je les protège avec des bouteilles. Cette structure a été montée de telle façon à ce que ça me permet d'éviter d'utiliser des piquets. Parce qu'en fait, j'ai une technique de taille très particulière que je vous montrerai dans de futures vidéos pour pouvoir doubler la production de tomates par pied de tomate.
Et donc du coup, vu que je ne peux pas utiliser de piquet pour utiliser cette technique de taille, j'utilise des ficelles. Alors comme je l'avais montré sur ma dernière vidéo sur la serre, en fait, j'enterre la ficelle sous le pied de tomate. Les racines du pied de tomate fixent la ficelle. Et après, du coup, j'attache le pied de tomate en faisant entortiller la ficelle autour du pied mère. Et du coup, j'attache le pied de tomate à la structure. Et je fais pareil pour tout ce qui est poivron et aubergine. Et au milieu de chacune de mes bandes de culture, comme d'habitude, j'y plante des plantes de la famille des Aliacées. C'est-à-dire tout ce qui est ail, oignon. Là, par exemple, ce sont des oignons. Et en fait, ces plantes me servent de barrière naturelle contre les prédateurs et les maladies. Les prédateurs sont beaucoup moins attirés par l'odeur des oignons et de l'ail, comme les limaces ou comme les chenilles. Et du coup, ça permet de faire une barrière pour éviter la propagation de ces prédateurs au sein du potager. Ce que je fais dans mes bandes de culture, c'est qu'à chaque fois, je plante tout en mélangé pour éviter la propagation de maladies et pour éviter les prédateurs. Mais également, ce que je fais, c'est que je plante toujours mes pieds de tomates cerises proches de l'allée centrale. Parce que les tomates cerises ont tendance à arriver à maturité plus tôt que les autres tomates. Et donc, du coup, il faut en permanence les ramasser. Et c'est toujours plus pratique, là, en allant à la maison, de toujours ramasser des petites cerises de temps en temps. C'est très agréable. Et tout au bout là, de la bande de culture, j'y ai planté, comme tout à l'heure, un pied de artichaut vert du Laos. Et là, j'ai un chou de menton. C'est un chou perpétuel. Et là, on peut voir qu'il s'est fait un petit peu attaquer. Et en plus, j'ai eu une attaque de pucerons. Alors, pour éliminer les pucerons, j'utilise un produit naturel que je fabrique moi-même. C'est-à-dire que je mélange de l'eau avec du savon noir que je pulvérise par-dessus. Et ça permet d'éliminer tous les pucerons. À côté de la zone 4, ici, j'ai la zone 3. C'est une zone qui est similaire, sauf que cette zone-là, c'est une zone expérimentale où je vais tester le non-travail du sol. En effet, sur cette zone-là, je n'ai jamais travaillé le sol. Là, ici, j'ai retourné la terre sous 15 cm, mais ici, je n'ai jamais travaillé le sol. Par contre, je continue de l'amender. Là, on peut voir que j'y ai mis du fumier de surface pour qu'il se décompose. Et j'y mets aussi un peu de terreau. Et du coup, on va voir si cette zone produit plus ou produit moins. Ça permet vraiment de tester différentes techniques. Donc comme d'habitude, j'ai ma structure ici qui me permet de rajouter de la verticalité au potager. C'est-à-dire que mes pieds de tomates, là, je les fais grimper sur les fils, comme tout à l'heure. Et puis surtout aussi, ce que je fais, c'est que j'y mets des pieds de concombre. Là, ici, et les pieds de concombre, je les fais pousser sur la structure carrément, je les attache directement à la structure et du coup ça permet de rajouter de la verticalité et de pouvoir planter plus serré et que toutes les plantes profitent du soleil. Comme on peut le voir, je plante assez serré, c'est parce qu'en fait j'essaye de garder beaucoup de plantes collées les unes aux autres pour limiter les arrosages. En fait, le fait d'avoir beaucoup de plantes collées les unes aux autres, en fait ça crée un microclimat sur toute la bande de culture et du coup ça permet de garder l'humidité beaucoup plus longtemps. Donc voilà, là on peut voir que les structures sont très hautes, c'est parce que les pieds de tomates vont les dépasser en hauteur, tellement qu'ils seront grands. Chaque année c'est toujours le même problème. Et après du coup ça permet de faire grimper les pieds de concombre assez haut eux aussi, et d'avoir des concombres qui pendent et de pouvoir plus facilement les récolter. Comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo sur le potager, ici j'avais installé des bâches, donc ça a permis de détruire une bonne partie de l'herbe. Malheureusement il y a quand même de l'herbe qui arrive. Donc là, le problème, c'est que je me suis vachement laissé envahir par l'herbe. En effet, mon rotofil est cassé et je n'ai pas de tondeuse. Je suis paysagiste, c'est un peu un comble, mais bon, comme on dit, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Donc là, j'ai de l'herbe qui a commencé à bien envahir le potager. Là, le pire, c'est au niveau de la patatraie. La patatraie est très envahie par l'herbe. Mais bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, du coup, j'ai des choses que je peux déjà commencer à récolter. Là, j'ai ce chou-là, je pense que la pomme se développera pas plus. Je le laisse quand même et puis on verra bien ce que ça a donné. Là, ce chou-là, il est monté en fleurs, donc je vais pouvoir le récolter et le manger. Et là, on peut voir que voilà, la vie suit son cours. Je plante toujours des fleurs dans mes bandes de culture. Là, ici, ce sont des capucines naines. Je vais y planter aussi des œillets d'Inde pour pouvoir attirer des pollinisateurs. En plus, ce sont des fleurs qui sont comestibles. Donc voilà, ça va permettre aux pollinisateurs de venir et de polliniser un peu tout ce que j'y ai planté, les pieds de tomates et tout. Comme d'habitude, au bout de ma zone de culture, ici, j'ai un pied d'artichaut vert du Laos. Alors là, on peut voir qu'il y a un artichaut qui arrive. Là, je ne sais pas si on arrive à le voir. Un artichaut qui arrive, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et à côté, là, ici, il y a un chou de menton, chou perpétuel, qui va me permettre de prolonger mon autonomie alimentaire, qui va prendre une grosse surface ici, et que je vais pouvoir manger quand j'aurai moins de récolte de légumes. Le saviez-vous, le chou est le légume français par excellence. En effet, il a été domestiqué à la préhistoire, il y a 9000 ans, par les premiers agriculteurs français. Et ça a été domestiqué dans le nord de la France, sur la côte de la Manche. Il poussait initialement sur les falaises et sur les dunes de sable. Et c'est seulement après qu'il a été domestiqué qu'il a commencé à avoir plusieurs déclinaisons et qu'ils ont commencé avec la sélection génétique à faire des différentes variétés de choux.
Juste à côté de la zone 3, ici il y a une structure. Alors sur cette structure, ici j'y fais pousser un rosier grimpant et de l'autre côté un pied de vigne. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le vignoble bordelais, mais en effet il y a toujours des rosiers en début de ligne. En fait les rosiers permettent de prévenir les maladies qui touchent les vignes et donc c'est pour ça qu'ici c'est cette même configuration. Donc voilà, là, la vigne se développe très bien et puis on peut voir qu'il y a déjà des petites grappes de raisin. Et ça va être la première année où il va en faire, sachant que je l'ai planté l'année dernière. Et juste à côté, ici, j'ai planté des poires de terre, qu'on appelle aussi yacon. Alors ce sont des plantes qui sont de la famille du tournesol. Là on peut voir qu'il y en a une qui commence à sortir. J'en ai planté 4, ça peut atteindre une taille assez impressionnante. C'est la première année que je fais cette culture. Donc là j'en ai planté 4 ici, là, là. Comme ça au centre je pourrais y planter un piquet. Sachant que ce sont des plantes de la famille des tournesols, ça monte assez haut. Et du coup le piquet ça va pouvoir les maintenir. Là, ici, j'ai ma haie de fruitier pour me séparer des voisins. Alors, c'est une haie que j'ai plantée l'année dernière. C'est la continuité de la haie de Altea. Donc là, il y a des goyaviers du Brésil. Ici, là, entrecoupé, il y a des groseilliers. Et au sol, il y a des fraisiers. Là, je ne sais pas si on arrive à voir. Fraisier ici. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a déjà des petites groseilles qui commencent à apparaître. Donc j'espère que ça va bien donner cette année, parce que l'année dernière, ça n'a pas trop donné vu que c'était la première année où je les ai plantés. Et après, vers septembre-octobre, il y a les goyaviers du Brésil qui vont faire des goyaves. Sachant que le goyavier du Brésil, la floraison aussi est comestible. Parce qu'en fait, les pétales des fleurs, ce sont des pétales qui ont des goûts un peu de banane. Et en fait, c'est parce que pour pouvoir se développer dans la nature, pour pouvoir se multiplier, le goyavier du Brésil, au Brésil, utilise des perroquets. En fait, ce sont des perroquets qui viennent manger les pétales des fleurs et qui, eux, après, disséminent le pollen de goyavier à goyavier. Bon, évidemment ici il n'y a pas de perroquet vu qu'on est à Bordeaux, mais par contre il y a toujours des pollinisateurs qui prennent le relais des perroquets. Et du coup ce qui est pas mal, c'est que c'est un arbre à 2 récoltes, c'est-à-dire qu'on peut manger les pétales des fleurs qui sont délicieuses, qui sont épaisses, grasses et qui sont comestibles, et après on peut manger les goyaves. Là, comme on peut le voir, il y a un gros travail de désherbage à faire. Ce n'est pas tout à fait net. Et là, je me demande si je vais pas laisser la nature faire. Parce que là, toutes ces herbes-là, ça c'est du chien-dent. C'est presque impossible à tout désherber. Parce que ça se casse et ça laisse des racines de chien-dent sous terre. Donc je me demande si je vais pas laisser les choses se faire. Sachant qu'à côté, là, il y a du lierre. Et à la limite, le lierre pourrait servir de couvre-sol pour me débarrasser du chien-dent. Pour se débarrasser du chien-dent, la meilleure technique, ça serait de tout enlever, de tout bâcher pour le tuer, et après de tout replanter. Mais le problème, c'est qu'il y a du chien-dent qui pousse ici, et il y en a qui poussent chez le voisin. Donc là, c'est un combat de David contre Goliath, quoi. Il y a tellement de chiens-dents, c'est impossible de tout enlever, et c'est vraiment très pénible à désherber. Donc je pense que je vais laisser cette haie se faire de façon naturelle, et puis on verra bien ce que ça va donner, sachant que là-bas, il y a déjà du chien-dent, comme on peut le voir, là, tout le long là, donc on verra bien. Normalement, les fraisiers devraient servir de couvre-sol et de limiter le chien-dent, mais le chien-dent, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à se débarrasser. À côté de la zone 3, ici, il y a la zone 2. Alors cette zone 2, là, j'ai tout mangé, tout ce qu'il y avait. Il me reste encore quelques trucs à manger. Là, il y a de la blette, là, il y a du chou. Là, il y a des aillés qu'il faut que je mange. Et là, je vais retravailler la terre, je pense dans les jours qui vont suivre. Je vais retravailler la terre sous 15 cm de profondeur, y rajouter du fumier de cheval pour partir sur des bonnes bases, et puis commencer à planter le potager d'été. Là on peut voir d'ailleurs le système d'arrosage que j'utilise, c'est un système d'arrosage goutte à goutte. C'est le système d'arrosage le plus économique et le plus durable que je connaisse, vu que c'est exactement le même que j'utilise à mon travail, c'est le même que j'installe chez mes clients. Il est un peu cher, mais par contre il est vraiment très très efficace. Et juste à côté de la zone 2, ici, il y a la zone 1. Donc voilà, sur la zone 1, qui est une zone plutôt à l'ombre, parce que ici il y a un cerisier qui fait de l'ombre à la zone 1, et en plus à côté il y a mon garage qui fait lui aussi de l'ombre. Donc sur cette zone qui est plutôt ombragée, là on peut voir des fleurs qui font presque ma taille. Alors ça, ce sont des inflorescences d'oseille, l'oseille qui est juste ici. Là j'ai une oseille à large feuille et là j'ai une oseille à petite feuille. Alors l'oseille, c'est une plante perpétuelle. Une fois qu'elle est implantée là, on peut la manger pour toujours, elle sera toujours là. On peut la manger crue, on peut la manger cuite. Et l'autre avantage, c'est que du coup, vu qu'il y a des fleurs, elle va pouvoir se multiplier et puis coloniser d'autres espaces. Comme là, partout où il y a de l'herbe, ça va coloniser cet espace et ça va me permettre d'avoir de l'oseille à récolter et à ramasser. Sur cette zone 1, j'ai également ici un grillage où j'y fais pousser des petits pois. Alors là, il y a des petits pois tout le long. Là, on peut voir qu'ils commencent à avoir leurs premières fleurs, juste ici. Et là, ici, il y a des blettes. Voilà, des blettes tout le long là. Et entre les blettes, dans les bouteilles, il y a des choux de Bruxelles que je vais pouvoir ramasser niveau octobre-novembre.
Donc quand j'aurai moins de production du potager d'été, eh ben, je vais pouvoir enchaîner sur des choux de Bruxelles. Et du coup, ça va me permettre d'avoir une récolte plus échelonnée. Donc voilà, de l'autre côté, il y a la rhubarbe et que je vais intercaler avec des choux frisés. Sachant que l'année dernière, ici, j'avais des choux-fleurs. Les choux-fleurs, ils ont été énormes, ils ont été magnifiques, mais malheureusement, il y a la moitié qui ont été touchés par de la pourriture. Donc cette année, ici, de ce côté-là, je vais y planter des choux kale frisés. Voilà, des choux kale frisés. Les choux kale frisés, ça m'a permis de manger une bonne partie de l'hiver. Ça produit énormément. Et en plus, cette zone-là du potager, c'est une zone qui a plutôt de l'éclairage l'hiver. Parce qu'en fait, là, il y a le cerisier ici qui n'a plus de feuilles l'hiver. Et donc, du coup, c'est une zone où il y a le plus de soleil. Et là, comme d'hab, juste à côté, il y a mes récupérateurs d'eau, 2000 litres. Donc celui-là, il y a la bâche qui commence à se déchirer. Il va falloir que je la retire et que je la change. Donc là, voilà, mes récupérateurs de 1000 litres qui sont reliés au garage. Et ça me permet d'économiser énormément d'eau, vu qu'ils se remplissent très vite quand il pleut. Et là, on peut voir qu'ils sont remplis à ras-bord. Et du coup, ça fait 2000 litres disponibles juste à côté du potager que je peux faire circuler à l'intérieur de mon système d'arrosage en goutte à goutte. Donc voici mon potager où je fais pousser une bonne partie de mes légumes. Je ne fais pas pousser tout, je vous montrerai la suite après. Donc là, ce que j'ai prévu, c'est que ici, en début de ligne, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je fais pousser les tomates cerises. Donc là, ça va être les tomates cerises noires comato qui vont être ici. Là, ça va être des tomates noires de Crimée qui vont être au bout de la ligne, alternées avec des poivrons chocolat et aussi avec des aubergines, également du concombre et sûrement du chou et de la blette. Ici, là, ça va être voilà, tomates cerises, ça va être les tomates cerises A, les tomates cerises de mon oncle Alfred, qu'il fait pousser depuis des années et des années et des années, qui sont très productives et délicieuses en goût. Et à côté, là, ça va être des tomates cœur de bœuf allongées, qui vont être ici. Là, ici, ça va être des tomates cerises poire jaune. Et là, ça va être des tomates ananas. Donc voilà, ici ça va être des tomates jaunes, ici ça va être des tomates rouges, et ici ça va être des tomates noires. Ça va être assez drôle de voir, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre vraiment l'évolution de tous mes pieds de tomates. Là, quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est ici j'ai une haie nourricière, avec au bout de cette haie, j'ai un noisetier. Alors il va falloir que je désherbe cette haie, elle a été très envahie, donc il va falloir que je désherbe pour qu'il soit plus à l'aise. Donc cette haie est à dominance avec des arbousiers, les arbousiers qui vont grandir et prendre en hauteur. C'est des plantes à croissance lente, donc ça ne va pas me nécessiter beaucoup d'entretien. Donc voilà, arbousier ici. À côté là, j'ai un groseillier qui est envahi par les herbes, qu'il va falloir que je désherbe. Donc voilà, ça c'est une bouture d'un de mes groseilliers. Donc voilà, arbousier. Ici j'ai un framboisier qui produit énormément de framboises. Là j'ai un cassissier. Là j'ai toujours l'arbousier. Là j'ai des framboisiers. Un là et un là. Le souci dans cette haie, c'est que je l'ai assez mal construit, c'est-à-dire que j'ai mis d'abord des framboisiers et après des arbousiers, sachant que j'aurais plutôt dû faire l'inverse. Les arbousiers, ce sont des plantes à croissance lente et ils sont plus sujets à être envahis par les framboisiers qui, eux, risquent de l'étouffer. Donc il va falloir que je fasse très attention, que je régule bien autour des arbousiers pour qu'ils puissent bien se développer. Et vu que eux, ils deviendront assez grands, et bien, au sol, il pourra y avoir les framboisiers qui prendront le relais. Donc voilà, là les framboisiers, je pense que cette année ça va être une année où je vais récolter beaucoup de framboises, sachant que la framboise c'est mon fruit préféré. Là il y a un groseillier, là toujours les arbousiers, et là j'ai deux pieds de goji, un pied de goji ici et un pied de goji là-bas, comme ça ils se font de la pollinisation croisée et seront plus productifs. Donc là je les ai plantés l'année dernière, donc je pense que cette année je vais avoir de grosses récoltes. Un myrtiller voilà, qui commence à avoir beaucoup de fleurs, donc je pense qu'il va beaucoup produire cette année. Là il y a des fleurs partout, tout ça, ça va donner des myrtilles. Et là voilà, ici j'ai le goji et après j'ai un autre arbousier et là-bas j'ai un cassissier et un groseillier. Donc juste à côté de cette haie où j'ai un énorme travail de désherbage à faire, ici j'ai ma nouvelle fraiseraie. Alors là, la position de cette fraiseraie est vraiment optimale, c'est-à-dire qu'elle est un peu surélevée. Donc du coup, j'aurai pas à me casser le dos pour récupérer les fraises. J'ai deux variétés de fraisiers. Là, j'ai les Marat des Bois et là, j'ai les fraisiers Charlotte qui font des grosses fraises. Et ça, ce sont des petites fraises des bois délicieuses. Et entre, il y a des oignons que j'ai installés. Voilà, il y a des oignons partout. Ils sont tous sortis et en fait, ces oignons-là vont me permettre de réguler les maladies et les prédateurs. C'est-à-dire que les limaces, vu qu'elles n'aiment pas l'odeur de l'oignon, et bien ça va éviter aux limaces de venir et de manger les fraises.
Après, bon, ça c'est la théorie. En pratique, les limaces arrivent quand même à trouver le chemin des fraises, mais il y a beaucoup moins de dommages dus aux limaces. Ce qui est pas mal, c'est que ici, partout, là on peut le voir, il y a mon système d'arrosage goutte à goutte. Il circule dans la fraiseraie et il circule dans la haie jusqu'au noisetier là-bas. Il circule vraiment partout et du coup ça permet de me limiter le travail d'arrosage. Ce système d'arrosage goutte à goutte est vraiment excellent, très économique en eau et ça permet vraiment d'avoir beaucoup moins de travail et beaucoup moins d'entretien toute l'année. Au pied de la fraiseraie, je teste une technique de permaculture qui s'appelle la technique de l'arbre à 2 récoltes. C'est-à-dire qu'en fait, au pied du cerisier, j'ai planté un pied de vigne, ici. Donc, je vous l'ai déjà expliqué. Le pied de vigne, dans la nature, il colonise les arbres. Donc là, j'essaye de reproduire ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire que je laisse coloniser le cerisier. Et du coup, le cerisier, lui, il produit des cerises à un moment dans l'année. Là, on les voit qui commencent à arriver. Et une fois que les cerises auront été récoltées, plus tard dans l'année, je pourrai récolter du raisin. Donc là, on voit le pied de vigne qui pousse, là, qui colonise. On voit la différence entre les feuilles de cerisier et les feuilles de vigne. Et du coup, ça pousse là et je le fais descendre à chaque fois parce qu'il a tendance à monter très haut. Moi, je le refais descendre à chaque fois. Et du coup, à la fin, j'aurai plus qu'à ramasser des vignes, du raisin, comme ça, à portée de main. Alors, ce qui est vraiment idéal, c'est qu'en fait, le cerisier, c'est vraiment l'arbre le mieux adapté, enfin, un des arbres les mieux adaptés pour cette technique de permaculture, parce qu'en fait, là, comme on peut le voir, le feuillage du cerisier est plutôt éparse, donc la lumière arrive à traverser le feuillage et à pénétrer à l'intérieur de la plante, et donc du coup, ça permet en fait d'avoir un éclairage suffisant pour que le pied de vigne puisse produire du raisin. Derrière le cerisier commence la pâte à trait. Ici, je fais pousser tout ce qui est patates, pommes de terre et légumes qui sont riches en protéines. Alors là, il y a la zone A qui est totalement envahie par les mauvaises herbes, mais il y a des pieds de patates partout. Ils sont arrivés très tôt dans l'année. En fait, je n'ai pas eu besoin de les planter parce que la dernière fois où j'ai récolté les patates, j'ai laissé les plus petites patates sous terre. Et du coup, c'est elles qui ont pris le relais et qui ont poussé assez tôt dans l'année. Donc je vais bientôt pouvoir les récolter. Et après, je ferai peau neuve. Là, on peut voir qu'il y a les mauvaises herbes qui ont bien colonisé les lieux. Surtout que là, ici, là, il y a un poireau qui est sorti tout seul. Allez savoir pourquoi. Donc là, voilà, je vais devoir tout enlever. Sachant que parmi ces mauvaises herbes, il y a des herbes comestibles. Comme ici, le lamier pourpre. Voilà, que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Donc voilà, il y a de quoi manger, il y a de quoi manger. Là, dès que les pieds de patates ils sont arrivés à maturité, je vais pouvoir nettoyer toute la zone et puis repartir sur des bonnes bases. Donc là, c'est la zone A. Là, il y a la zone B. Donc ici, sur la zone B, là, il y a des pommes de terre, comme ici. Alors, ce sont aussi des pommes de terre oubliées. Normalement, ici, je voulais y faire pousser des patates douces, mais bon, je vais attendre de récolter les pommes de terre. Et puis, une fois que j'aurai récolté les pommes de terre, j'y planterai les patates douces. Là, j'ai les petits pois qui sont ici. Là, je vais y planter des patates douces. Donc là, j'ai mis du paillage de fumier qui est juste ici pour pouvoir commencer à préparer la terre. À côté de la zone B, il y a ici la zone C. Alors comme tout à l'heure, il y a un filet qui est attaché sur ces piquets et sur ce filet, je fais pousser les petits pois. Donc là, il y a aussi des petits pois. Et là, je ferai pousser également des patates douces ici tout le long. Je désherberai toute cette zone. Ici aussi, je vais désherber. Et du coup, je ferai pousser des patates douces. Et je ferai la même chose ici. Là, sur la zone... Alors, j'ai perdu. Donc c'est ici la zone D. Donc là, il y a des fèves qui poussent. Donc là, tout le long, il y a des fèves. Voilà, et qui commencent déjà à avoir des fleurs. Donc je vais pouvoir bientôt manger des fèves. Donc voilà, des fèves ici. J'ai également des fèves ici. J'ai toujours des patates très envahissantes partout. Là, j'en ai des pieds de pommes de terre qui sont poussés de façon spontanée. Là, à côté, j'ai des fèves, toujours, qui est l'ancienne fraiseraie. Et là, sur cette structure, j'ai toujours l'association rosier grimpant qui pousse là tout le long. Et ici, j'ai à côté un pied de vigne qui pousse. Et d'ailleurs, il commence à y avoir des petites grappes de raisin qui commencent à arriver. On peut voir ici. Là, ici, j'ai ma future zone à patates qui va être ici. Donc là, il va falloir que je désherbe, que je retravaille la terre. J'ai déjà commencé à mettre mon système d'arrosage goutte à goutte que je vais installer et qu'après je relierai à tout mon réseau. Sachant que tout mon potager est relié au même système goutte à goutte. Là, il est relié au même réseau et du coup, ça permet de faire un arrosage. J'ouvre un seul robinet là-bas et ça arrose l'intégralité de mes haies, l'intégralité du potager, l'intégralité de la pâte à trait.
et ça fait gagner un temps fou. Ce que j'essaye de vous montrer avec mes vidéos sur le potager, c'est que faire un potager, ça coûte absolument rien. Là, les structures, je les ai fait moi-même. Là, les briques que j'ai utilisées, c'est des briques que j'ai récupérées. Là, les graines, je les ai faites moi-même. Et les mini-serres pour protéger les plantes, je les ai fait moi-même. Donc au final, faire un potager qui soit productif et efficace, ça coûte absolument rien. Là, les cuves de récupération d'eau de pluie, je les ai eu pour presque rien sur le Bon Coin. Là, ici, tout ce que j'ai eu à acheter, c'est là le système d'arrosage. En fait, si je mets de l'argent, c'est vraiment pour des choses vraiment utiles et des choses de qualité. C'est-à-dire que ça, ce système d'arrosage, je le connais. C'est le système d'arrosage qui est le plus durable et de meilleure qualité possible. Après, l'arrosage du potager, j'ai pas forcément besoin d'avoir le système d'arrosage, sachant que j'ai les cuves d'arrosage qui sont juste ici. Sinon, là, tout ça, j'ai récupéré gratuitement, c'est de la récup. Là, en fait, tout ce que j'ai acheté ici, c'est les bornes. Là, vous voyez ces bornes-là, en fait, vu que mon terrain est en pente, il est en pente comme ça. Là, si je mets le téléphone vis-à-vis de la pente, ça fait ça. Donc les bornes, ça m'a permis de faire un potager en escalier pour limiter l'effet du lessivage. Là, ici, ces piquets, je n'ai pas eu à les acheter. Ils étaient en don gratuit sur le Bon Coin. Ce sont des piquets qui sont utilisés dans les vignobles. Là, j'ai juste eu à avoir acheté le filet qui est juste là. Alors, je l'ai acheté sur AliExpress, donc pour vous dire, et il est plutôt résistant et plutôt efficace. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. Plus tard, ce que j'aimerais bien, c'est remplacer ces filets et ces poteaux là. J'aimerais bien les remplacer par ce grillage là. Alors, dès que j'aurai l'occasion de trouver du grillage pas cher, du grillage, ça c'est du grillage à mouton. Dès que j'aurai de l'occasion de trouver du grillage pas cher avec des piquets comme ça, et ben là je sauterai sur l'occasion pour remplacer ici ce que j'ai fabriqué moi-même. La plupart des graines que j'ai utilisées pour faire pousser les plantes du potager, et bien ça ce sont des graines que je reproduis moi-même chaque année, sauf la graine que j'ai utilisée pour ce pied de tomate là. Et bien en fait ça c'est la graine que j'ai récupérée dans ma dernière vidéo, comment récupérer des graines gratuitement de façon illimitée. Pour améliorer la terre de son potager et la rendre très fertile, il n'y a pas forcément besoin d'acheter du terreau en jardinerie. Là par exemple c'est du fumier de cheval que j'ai récupéré gratuitement et que j'ai mélangé avec mon propre compost. Et comme ça me permet d'avoir une terre très riche pour pouvoir faire d'excellentes récoltes. Franchement, on vit dans une société où on nous demande toujours de payer plein de choses, alors qu'on peut faire tellement de choses gratuitement. Il suffit juste d'avoir la foi et de la motivation. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!